Dans l'instant outdoor, je vais aussi vous parler de mon aventure, de mes expériences, de mes envies, mes goûts, mes idées, euh, ma vie finalement un petit peu aussi qui tourne tout autour du trail, de l'aventure running, sportive outdoor, de ma passion qui évolue aussi vers d'autres pratiques comme celle du cyclisme. Là, j'ai acheté un vélo depuis le Tour de France et c'est une pratique qui me plaît beaucoup aussi également. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du GR20. Le GR20, c'est un sentier qui est mythique, qui est dit comme étant le plus dur d'Europe. Et c'est un sentier qui, moi, me fascine. Avec mes parents, j'y suis allé 2 fois en Corse et on a fait le tour de la Corse en itinérance. On se baladait de camping en camping et c'était vraiment des souvenirs incroyables de mon adolescence où on partait comme ça à l'aventure sans vraiment savoir où est-ce qu'on allait atterrir, dans quel camping on allait se retrouver et c'était juste génial, des moments vraiment inoubliables que je garderai vraiment très longtemps en tête pour toujours, je l'espère, même si forcément les années passent et on garde en tête uniquement les moments qui étaient les plus marquants. Toujours est-il que le GR20, depuis cette période de l'adolescence où je faisais quelques portions du sentier avec mes parents, où j'allais jusqu'à un refuge et puis je redescendais au parking le plus proche, me fascinait. Je voyais ces gens avec leurs gros sacs à dos. J'ai un oncle aussi qui avait été, et puis il était revenu de là-bas un peu en héros. Il avait raconté son histoire, son aventure sur le GR20 en itinérance randonnée, comme la majorité des personnes le font. Il avait respecté les étapes, parce que voilà, il y a des étapes avec des refuges qui sont identifiés. Il y a 16 étapes, donc vous pouvez faire ça en 16 jours, normalement, sans trop de difficultés, parce que les étapes sont quand même assez courtes. Malgré tout, la difficulté principale qui se montre sur le GR20, c'est sa difficulté technique sur certaines portions. Passer des portions de montagne avec un gros sac à dos sur le dos, avec peut-être des fois une aisance qui est toute relative. Ici, on est sur le podcast L'Instant Outdoor. J'aime à penser que les gens qui écoutent ce podcast sont des gens qui sont affûtés, n'est-ce pas? Si tu écoutes ce podcast, je te considère comme étant quelqu'un d'affûté, comme étant quelqu'un de sportif. Alors, pas forcément, si tu ne l'es pas, je ne t'en veux pas et tu es tout de même le bienvenu sur le podcast. Malgré tout, pour aller faire le GR20, peu importe la durée que vous allez mettre pour le faire, je vous recommande vivement de vous entraîner, de vous préparer. Et on va parcourir ensemble quelques conseils que je peux vous donner, comment ça se passe le GR20, comment on fait pour y aller, quel type de matériel vous allez avoir besoin. Et moi, je vais vous parler du GR20 en mode rapide. Alors, le mode rapide, qu'est-ce que c'est? C'est le mode trail, comme on aime bien l'appeler aussi. C'est tout simplement de ne pas faire les étapes qui sont définies comme étant une étape un jour. On va doubler, tripler, quintupler certaines étapes pour aller jusqu'à la pratique du GR20 en mode ultra trail où finalement on ne s'arrête pas, où on s'arrête uniquement pour se ravitailler, pour faire nos besoins et on repart. Sachant que le record du GR20 est détenu depuis cette année 2021 par Lambert Santelli en 30h25, ce qui est quelque chose de monstrueux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose de tout simplement incroyable. Tous ceux qui ont parcouru le GR20 pourront en témoigner. C'est incroyable de pouvoir faire cette distance-là et cette technicité de sentier en si peu de temps. Alors, vous allez me dire, il avait toute une assistance, il ne porte pas son matériel. C'est vrai, il avait tout un tas de gens qui l'encouragent. Malgré tout, ça n'enlève rien à la performance physique qui est de parcourir cette distance et cette technicité, ce dénivelé aussi, en si peu de temps. De mon côté, actuellement, j'ai le GR20 à mon actif en 5 jours. Au moment où je tourne cet enregistrement, j'ai pour objectif de le faire en 3 jours.
Alors, pourquoi le faire en 3 jours? Eh bien, quand j'ai terminé en 5 jours, j'ai passé un excellent moment de partage. Si vous avez peut-être vu la vidéo qui est sur YouTube, il y a toute une playlist avec plusieurs conseils sur le GR20 que vous pouvez aller voir. C'était une aventure formidable avec mon ami Vincent. On a parcouru des dizaines de kilomètres ensemble et c'est un souvenir qui restera gravé dans nos têtes, dans nos mémoires à jamais. Malheureusement, Vincent n'avait pas pu terminer l'épreuve. Il avait dû s'arrêter à la moitié, à Vidavona, parce qu'il avait eu des problèmes de genoux. Les descentes sont très techniques, on doit les faire en mode rapide et forcément ça attaque les genoux. Et si on n'est pas affûté, comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne l'est pas assez, Vincent le disait, il n'était pas préparé suffisamment pour aller sans qu'il y ait autant de descentes techniques que nécessite le GR20, et ben c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Donc malheureusement, il n'a pas pu regagner Konka, qui est l'arrivée. Alors vous m'excuserez pour la prononciation des noms de villes, de refuges, de lieux, de cols. Je ne suis pas corse et la prononciation des noms va sûrement être écorchée plusieurs fois durant cet épisode. Donc les Corses, veuillez m'en excuser d'avance. Vous excuserez un ami breton. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous demander pourquoi faire le GR20. Je vous pose la question à vous. Ce sentier vous attire peut-être, mais posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à aller faire ce sentier? Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que quand ça va devenir dur, physiquement et mentalement, eh ben, il va falloir savoir pourquoi vous êtes là. C'est facile d'arrêter à la moitié, il y a un train qui va vous ramener sur la côte, vous allez pouvoir reprendre un bus qui vous amènera ensuite au bateau ou à l'avion ou à la plage la plus proche pour vous reposer, c'est quelque chose qui va être faisable. Sauf que si vous n'êtes pas blessé, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ce sentier, eh bien, il va y avoir des moments où vous allez être tenté de dire « Eh ben, j'arrête là, je stoppe l'aventure ». De mon côté, j'avais dit que une fois que je l'ai fait en 5 jours, j'y retournerai plus parce que j'estime qu'il y a énormément de belles balades à faire, de beaux sentiers à parcourir et des endroits à découvrir, à arpenter, à traverser et c'est quelque chose que je voulais pas refaire, connaissant le parcours. Et je m'étais dit, en sortant du GR20, qu'on se reverrait, lui et moi, uniquement si mon fils avait envie de le faire et qu'il voudrait bien aller parcourir ce sentier avec son père, son vieux père, parce que dans 15 ans, j'aurai 50 ans, pas loin, et je serai très heureux de pouvoir avoir la capacité physique de faire ça avec mes enfants. Ce serait vraiment un grand plaisir. Donc je m'étais dit, si jamais ils veulent y retourner, eh bien retournerai avec eux avec grand plaisir. Mais si c'est pas pour le faire avec eux, il y a d'autres choses à faire. Ma femme n'a jamais vu la Corse et a dit tiens j'irai bien en Corse cette année, c'est l'occasion, on a le temps, on a les moyens, on peut y aller. Pourquoi pas en profiter pour aller faire le sentier, enfin le sentier, la découverte de la Corse et puis aller se balader tout autour avec notre camion aménagé. Ça peut être une belle expérience à vivre en famille. Moi je me suis dit bon d'accord, quitte à retourner en Corse, pourquoi pas faire le GR20, mais cette fois-ci, on va augmenter la difficulté, on va partir sur un challenge qui va être audacieux, et on va se le faire en 3 jours. Voilà. Donc en 3 jours, c'est costaud. Plus ça va, et plus là, au moment où je tourne cet épisode, c'est pas fait. C'est pas encore clos, cacheté, je peux pas dire que j'ai terminé le GR20 en 3 jours. Et plus ça va, et plus je me dis que ça va être compliqué d'aller boucler cette épreuve en si peu de temps. Et c'est challengeant. Et je ne pouvais pas le faire uniquement pour moi. Il fallait que j'aille chercher un sens profond, une cause profonde à défendre, de savoir pourquoi j'allais être là, qu'est-ce qui allait me motiver dans les moments durs.
Et c'est pour l'association Basket au pied que j'ai décidé d'aller parcourir ce sentier une nouvelle fois. Basket au pied, c'est une association qui va dans les hôpitaux pour aider les enfants atteints de maladies à, à réussir certaines épreuves plus facilement grâce à la réalité virtuelle. Donc ils vont avec des casques à réalité virtuelle, ils mettent ça devant les yeux des enfants et ça leur montre des images de nature, vues des airs, de, de paysages montagneux et ça les détend, ça leur fait baisser leur rythme cardiaque, ça les apaise, ça réduit leur stress, ça réduit aussi la médication qu'on doit leur apporter. Et c'est une association qui me parle énormément, ayant ma fille qui est atteinte d'une cardiopathie, qui a actuellement 3 mois et demi, qui a déjà été opérée 2 fois du cœur. Alors sur des opérations qui ont... Bon, ça reste des opérations du cœur, mais ça reste des opérations qui sont simples, on va dire, à effectuer pour les chirurgiens cardiaques. Quand ils nous parlent de ça, on a l'impression qu'ils vont, eux, faire un tennis. Ça, c'est simple, voilà. De notre côté, on trouve ça hallucinant, on trouve ça dingue d'arriver à accomplir des gestes techniques sur l'être humain en général, de façon aussi simple, et de façon aisée. Voilà, donc on a connu la vie à l'hôpital, en réa pédiatrique, et on a vu ces enfants qui souffraient, ses parents aussi qui étaient en difficulté. Et donc cette association-là, Basket au pied, a forcément beaucoup de sens pour moi, et d'imaginer ces enfants soulagés par des images de nature, de montagne, et bien tout de suite ça me parle. Ça me donne des frissons, ça me propulse, ça me motive, ça m'anime. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'y retourner avec 2 amis, on va y retourner avec une équipe. On se connaît tous, on a déjà fait des aventures ensemble comme ça, des trails off, des trails officiels aussi. On se connaît très bien, on s'entend très bien aussi. C'est très important de partir avec des gens en qui on a confiance. Des gens, on saura qu'ils ne nous abandonneront pas sur le sentier à la première difficulté. C'est important de partir avec des gens qu'on connaît. Moi, je ne m'aventurerai pas avec des inconnus sur ce type d'aventure. Autant sur un trail à la journée, pourquoi pas. Sur plusieurs jours, je ne partirai pas avec des gens que je ne connais pas. Alors, je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain, j'aurai une autre idée, mais c'est actuellement comme ça. Alors, quel niveau sportif il faut pour faire le GR20 en 3 jours ? On est tous ultra-trailers, on a tous parcouru plusieurs fois des sentiers montagneux. Voilà, moi j'ai déjà cette expérience du GR20, je connais le sentier, je sais où je mets les pieds. J'ai déjà fait plusieurs fois des trails et ultra-trails en montagne. J'ai déjà fait le GRP, les 120 km du GRP, donc le Grand Raid des Pyrénées. J'ai déjà fait la Maxi Race en off, donc 80 km en montagne en off. J'ai déjà fait la TDS à 70 km en montagne. On a été interrompu, mais j'étais dans une forme qui était très bonne. Et tout ça pour dire que on a une expérience de plusieurs années avant de s'engager sur ce sentier-là. Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que ça va vous éviter de vous blesser et donc d'abandonner. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, évidemment, mais si on n'est pas prêt, on a quand même plus de chances de s'abîmer là-bas. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut quand même profiter. On parle beaucoup de plaisir, et je pense que quand on est constamment dans la souffrance, on n'est pas dans le plaisir. Et pouvoir parcourir ce sentier-là en aisance, ça vous augmentera le plaisir et ça vous augmentera aussi le souvenir que vous aurez de cette expérience. Et donc, vaut mieux y aller en étant prêt, en étant affûté, on en parle beaucoup. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut y aller vraiment uniquement quand on le sent, quand on est prêt, quand on aura vraiment le sentiment que ça va être vraiment un bon moment qu'on va passer. Parce que sinon, en fait, ça va être juste une galère et quel intérêt d'y aller pour ça. Parce que en 3 jours, il va falloir courir, indéniablement.
parce que sinon les kilomètres vont pas passer. Donc en marche rapide, ce sera très compliqué. Alors forcément dans les côtes on court pas, mais dans les descentes, dès que ça devient pas trop technique, il va falloir courir. Sur le plat, il va falloir courir. Est-ce qu'il va falloir dormir? Oui, mais pas beaucoup. Dans ces 2 nuits, on va partir, enfin ces 3 nuits, la première nuit au départ, à chaque fois on va partir à 3h du matin. Donc ça veut dire avoir de l'aisance aussi en montagne sur des sentiers techniques de nuit. Donc ça aussi, c'est une compétence qu'il va falloir acquérir, parce qu'il ne faut pas non plus aller se mettre en danger. Je vous rappelle que là, on est sur un sentier en autonomie, en autonomie relative, parce que vous avez les refuges, et qu'on reste en France avec des moyens de secours qui sont quand même performants, qui sont là, qui sont efficaces. Voilà, très rapidement, vous en France, on a la chance de pouvoir avoir un hélicoptère qui vient à notre secours. Donc quand je dis autonomie toute relative, c'est dans ce sens-là. Maintenant, moi je souhaite absolument pas faire intervenir ces gens-là et du coup eux aussi les mettre en danger, parce qu'ils prennent des risques en venant nous chercher, même s'ils aiment ça. Hein. Pour en connaître quelques-uns, ils aiment ça, venir secourir les gens en montagne, et c'est leur métier, et voilà, c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils l'aiment, parce que ça les anime. Malgré tout, si un accident arrivait pour venir me secourir, je pense que je m'en remettrai jamais. Donc voilà, faut être prêt pour ces raisons-là, pour garder le plaisir avant tout, même si ça va être dur, même s'il va y avoir de la souffrance. Et évidemment, on va avoir des moments de doute, des moments difficiles, mais pour les enfants qui sont hospitalisés, ça tout sera rendu complètement relatif. Alors j'aimerais maintenant vous donner en fait quelques conseils pour vous rendre en Corse et pour faciliter un peu toute la logistique autour du voyage qui va s'organiser, parce que c'est une expédition quand vous partez sur le GR20. Alors comment on se rend en Corse? La Corse c'est une île, je vous l'apprends pas. Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen c'est de se rendre en avion. Donc en avion vous allez pouvoir mettre vos bâtons. Moi j'avais réussi à les faire passer dans mon sac en cabine, pas forcément obligé de les mettre en soute. La première fois c'est passé comme ça. Il voit bien qu'on est habillé en trailer et qu'on n'est pas là pour aller planter le premier venu. Bon, voilà. Mais théoriquement, je crois que ça dépend des compagnies, mais ça peut être compliqué d'envoyer ces bâtons dans la cabine et de les garder avec vous. Donc il va peut-être falloir prévoir un moyen de bagage en soute, ce qui augmentera le prix du billet. Et voilà. Donc l'aéroport qu'il va falloir regagner, c'est celui de Calvi. Donc là, c'est simple. Après, vous avez la possibilité de vous rendre en bus jusqu'à Calenzana, ou bien en stop ou en taxi. Le taxi, vous allez reconnaître tout de suite autour de vous des gens qui vont parcourir le GR20, parce que voilà, ça se reconnaît, des randonneurs qui arrivent, ils sont habillés en randonneur ou en trailer sur la Corse. En général, ils viennent pas là juste pour aller mettre la tente sur la plage. Ils vont aller faire le GR20 de façon quasi certaine. Donc il suffit de discuter un petit peu avec ces gens-là, d'aller les voir et puis de se dire tiens, est-ce qu'on ne prendrait pas ensemble le taxi pour aller regagner Calenzana? Et en regroupant comme ça plusieurs randonneurs, vous allez pouvoir vous en sortir pour pas très cher, pour 10 €, ça le fera. Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire plutôt. C'est plutôt sympa, même si le stop marche aussi très bien sur la Corse. Donc ça peut aussi très bien être efficace d'aller en stop. L'autre moyen pour s'y rendre, c'est par la compagnie Corsica Ferry, c'est la plus connue. Vous voyez tous les petits autocollants jaunes à l'arrière des voitures de gens qui sont déjà allés en Corse. Et de là aussi c'est pareil, il faudra regagner Bastia, et puis après de traverser la Corse jusqu'à Calenzana avec un service de bus, de taxi, bref, de regagner Calenzana par ces moyens-là. Mais ça se fait très bien, pas nécessité de louer une voiture, de réserver quoi que ce soit à l'avance. Ça se fait très bien de regagner le GR20. Alors attention à l'heure à laquelle vous arrivez, évidemment. Si vous arrivez à 21h, le stop va peut-être être un peu plus compliqué, et à ce moment-là, il faudra peut-être réserver un taxi qui viendra vous chercher. Ensuite, comment est-ce qu'on va se loger sur le GR20? Alors déjà, au départ de Calenzana, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un Airbnb. Il y en a plein au pied du GR20 qui sont vraiment au départ.
et qui vous permettront d'être reposé avant de partir sur la première journée. Et voilà, c'est le moyen le plus simple d'accéder au départ et de loger sur la première nuit. C'est quelque chose qui se fait plutôt bien maintenant. Airbnb, c'est efficace, ça, tout le monde connaît maintenant. Et puis il y en a des logements qui sont très très bien pour juste une nuit, ça suffit largement. Ensuite, sur le GR20 en lui-même, vous avez la possibilité de dormir dans des refuges, dans des auberges, dans des bergeries ou même dans des hôtels. Il y a des hôtels sur le long du parcours. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser uniquement les refuges. Alors pourquoi ? Parce que ça garde un peu cet esprit authentique, ce côté je pars à l'aventure, ce côté dépaysant un petit peu aussi de dormir dans des espèces de dortoirs avec plusieurs lits, plusieurs personnes qu'on ne connaît pas, et puis d'arriver dans cette ambiance-là, moi je trouve ça génial. Ça nous sort vraiment de notre quotidien et de notre zone de confort. Et donc voilà, moi si j'ai une recommandation à vous faire, c'est d'utiliser les refuges qui sont mis à disposition. Il y a eu une période où il y a eu des puces de lit dans les refuges. Maintenant, ils ont fait un gros travail pour se débarrasser de cette plaie qui peut vraiment ruiner votre aventure. Parce que les puces de lit, c'est un enfer. Ça va vous piquer, vous faire des plaques sur le corps, vous gratter, vous démanger et rendre votre aventure complètement impossible, invivable. Mais voilà, ce serait terminé. Il y en a forcément, je pense, qui vont en retrouver un jour peut-être, mais ça reste à la marge. C'est plus une systématique que dans les refuges, il y a des puces de lit. Voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de dormir dans les tentes. Les refuges ont des tentes à disposition et donc il y aura uniquement le sac de couchage à prendre, le matelas est fourni. Alors le matelas, attention, ça reste un matelas de camping. Et là aussi, c'est pareil, mais ça va augmenter votre poids que vous allez porter. On parlera tout à l'heure du matériel. Le poids que vous allez porter en partant sur le GR20. On a besoin quand même d'avoir le moins de poids possible sur le dos pour avancer le plus rapidement possible en agilité. C'est quelque chose qui va être important. Pour réserver ces refuges-là ou les tentes, selon votre choix, il y a un site, le site du parc national régional, le site du PNR, il s'appelle. Et là, vous allez pouvoir réserver vos refuges de façon très simple, très efficace. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors vous réservez, après vous allez avoir une facture, imprimez-la pour la montrer au guide le soir, même si eux ils ont un listing avec vos noms. Et il faudra arriver là avant 19h. Pourquoi avant 19h ? Parce qu'après il va falloir manger. Sur les refuges, c'est à cette heure-là vers cette heure-là qu'ils vont vous faire à manger. Et puis au-delà de 19h, ils vont pouvoir refiler votre place à quelqu'un. Votre place est réservée jusqu'à cette heure-là. Et après, si quelqu'un arrive et qu'il n'avait pas réservé et que vous n'êtes pas là, il va pouvoir vous prendre votre place. Alors vous avez la possibilité aussi de prévenir le refuge d'avant. Si jamais vous partez à 18h du refuge et puis vous savez très bien que vous ne serez pas arrivé à 19h au prochain, ce qui paraît peu probable vu la distance qu'il y a, 1 heure ça semble quand même assez court. Vous avez la possibilité de les prévenir en disant on va arriver un peu tard, comme ça aussi ça permettra aux gardiens de savoir qu'il y a quelqu'un qui se trouve sur le sentier entre ces deux portions-là et en termes de sécu, c'est pas mal. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez manger sur le GR20 ? Dans les refuges, on trouve vraiment de tout ce qu'il faut pour dormir. Vous allez trouver aussi, pour manger, pardon. Les gardiens font de la bouffe qui est vraiment très bonne. Et moi, je me suis régalé. Alors attention à ne pas manger non plus trop de fromage, de copa, de saucisson. Même si c'est très bon, ça fait envie, c'est hyper salé. Et quand on mange très salé, derrière on va boire beaucoup. Et l'eau aussi, vous allez devoir du coup l'économiser un petit peu, parce que si jamais vous traversez entre deux refuges et que vous avez pris 1,5 litre avec vous et que vous êtes un peu juste, alors vous allez avoir la possibilité de faire le plein dans certaines sources, dans certaines rivières.
Malgré tout, des fois, vous allez peut-être avoir 1h30, 2 heures sans traverser de cours d'eau. Et si vous n'avez pas la possibilité de boire, eh ben, ça va être un peu compliqué. Si vous avez mangé trop salé, vous allez boire beaucoup, etc. Dans les refuges, vous allez pouvoir aussi trouver de quoi vous ravitailler en termes de barres énergétiques, de pommes-potes, de fruits secs parfois. Il y a aussi du pain de mie. Voilà, vous allez pouvoir vous ravitailler de façon simple, efficace. Et aussi les repas, juste les repas sont très bons. Et en termes de calories, d'apport énergétique, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. On est là en compagnie de gens qui sont là pour faire un effort. Et donc les refuges et les gardiens le savent très bien et ils font de la nourriture en conséquence. En termes d'eau, moi je vous recommande, si vous le faites en mode rapide, donc quand je dis rapide, c'est en dessous de 7 jours, et bien d'emporter entre chaque étape 1,5 litre d'eau, ça va suffire. Donc par le moyen des flasques, c'est pas mal parce que ça va vous permettre d'avoir 2 flasques devant, une flasque dans une ceinture, et puis de conserver l'espace que vous avez dans le dos pour tout le matériel que vous allez devoir y mettre. Et de ne pas mettre une poche d'eau, parce que la poche d'eau, ça prend de la place dans le sac, et après, du coup, c'est de la place en moins pour le reste du matériel. Donc utilisez plutôt des flasques, ça va permettre de répartir le poids que vous allez porter de façon uniforme sur l'ensemble de votre corps. Et c'est pas mal du tout, et même en trail et ultra trail, c'est ce que je vous recommande de faire. La seule difficulté, ce sera entre les refuges de Prati et Ucciolu. Voilà, je vous le disais. Attention, comment je prononce les mots. Ucciolu, je ne sais pas comment on dit. U-S-C-I-O-L-U. Ucciolu. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Ucciolu. Il n'y a pas d'eau entre ces deux refuges-là. Donc ça veut dire une étape où il va falloir être complètement autonome en eau. Et sur cette étape-là, moi, je vous recommande d'avoir 2 litres avec vous. Parce qu'en fonction de l'heure à laquelle vous passez, si vous passez à un moment où il va faire chaud, eh bien, ça peut être compliqué avec 1,5 litre de tenir. Et marcher en ayant soif, vous risquez la déshydratation. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Ça peut vraiment être la fin de l'aventure, en fait. Donc, minimisez pas ça. Ayez une flasque en trop. Au pire, si vous voyez que vous allez arriver largement au refuge, eh bien videz-la. Ça vous économisera 500 grammes. Mais négligez pas la sécurité pour économiser 500 grammes de poids. Vaut mieux aller un petit peu plus lentement et être sûr d'arriver que d'économiser du poids et mettre sa santé en danger. Donc voilà pour l'eau et la nutrition sur le GR20, comment ça se passe. Alors, ensuite, le matériel que vous allez devoir emporter. Alors là, moi, je vais vous parler uniquement de ce que je connais. Qu'est-ce que je connais ? Eh bien, c'est le mode trail, le mode ultra trail. Je ne connais pas le mode randonnée, avec des équipements qui vont être du coup spéciaux, un sac plus lourd, peut-être un équipement pour réchauffer ces sachets lyophilisés de nourriture. Bref, tout ce qui a trait à la randonnée, c'est un équipement que je connais moins. Maintenant, sur le matériel de trail et ultra trail, là, je peux vous faire mes recommandations. Et le plus simple que j'ai trouvé pour vous indiquer les meilleurs équipements à prendre selon moi, c'est de vous faire un fichier Google Sheet que je tiendrai à jour en fonction de mes découvertes, mes trouvailles, pour avoir le meilleur matériel possible au moment où vous écoutez cet épisode. Parce que si vous écoutez cet épisode et qu'on est en 2024, alors que je tourne en 2021, le matériel aura forcément évolué. Donc, vous mettre une liste là sous l'épisode, ça aurait été compliqué, et du coup, je vais faire une liste qui va être finalement dynamique. Comme ça, vous aurez tout le temps le matériel que je vous recommande. Alors, si vous n'avez pas envie d'aller consulter ma liste de matériel, je vais quand même vous en parler un petit peu, de savoir qu'est-ce que vous allez devoir prendre. Alors, un sac, moi je vous recommande de prendre un sac de 15 litres parce que ça il y a quand même pas mal de matériel à prendre. La ceinture, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça permettra de répartir le poids, d'aussi porter les bâtons. Alors les bâtons, je vous recommande
pas forcément de les prendre, c'est un sentier qui est très technique, et de progresser avec des bâtons sur des sentiers techniques, ça demande une certaine aisance, une certaine capacité, un certain entraînement que tout le monde n'a pas. Et du coup, ça peut devenir plus un poids qu'autre chose d'avoir ces bâtons. Malgré tout, dans votre ceinture, vous allez pouvoir porter une flasque supplémentaire, peut-être votre téléphone, votre GoPro, je sais pas, d'autres types de matériel ou de quelques éléments de nutrition pour y avoir accès rapidement. Voilà, vous allez pouvoir répartir le poids de cette façon. Ensuite, pour la sécurité, moi je vous recommande d'avoir une couverture de survie, évidemment, il faut savoir s'en servir. Si vous êtes dans le froid, eh bien, ce sera côté jaune à l'extérieur. Si vous avez trop chaud, ce sera le côté argenté à l'extérieur. Donc sachez-le, c'est toujours bien d'avoir de l'équipement de sécurité, c'est encore mieux de savoir s'en servir. Le sifflet, alors vous allez voir, je reprends finalement pas mal la liste de matériel obligatoire qu'on va avoir sur un ultra trail. Sifflet, ça va être important si jamais vous tombez ou vous trouvez sur le côté du sentier et que vous allez devoir appeler des gens, vous êtes perdu, avoir un sifflet, c'est toujours intéressant. Stick lèvres aussi, moi je prends toujours ça parce qu'avec le soleil, des fois les lèvres deviennent abîmées et il n'y a rien de plus désagréable, je trouve, que d'avoir les lèvres qui commencent à être abîmées. Votre carte d'identité, utile en cas d'accident et aussi pour prouver votre identité dans les refuges. Réserve d'eau, 3 flasques nécessaires, plus une, je vous disais, pour l'étape où il n'y a pas d'eau. Réserve alimentaire, vous n'avez pas besoin de prendre grand-chose parce que vous avez ce qu'il faut dans les refuges. Lampe frontale, au moins une, si ce n'est 2, avec une petite lampe de sécurité au cas où votre première vous lâche. Une casquette, des buffs, bonnet, parce que la nuit peut faire froid. Une veste avec capuche, donc imperméable, parce que si jamais vous tombez sous un orage, vous serez bien content d'avoir des équipements imperméables. Donc veste imperméable, pantalon imperméable, avoir un collant chaud, un short, un maillot, une seconde couche chaude, des gants aussi qui vous permettront de protéger vos mains du froid, parce que je vous le dis encore une fois, là, il fait froid souvent. Vous êtes en altitude quand même, et il fait froid. La nuit, surtout si vous démarrez comme ça à 3h du matin, il peut faire froid. Surtout que, vous allez le voir, je ne prends pas de sac de couchage, parce que c'est un poids et un encombrement dont je ne peux pas me permettre. Et du coup, on est content d'avoir de l'équipement chaud à prendre sur soi. Ensuite, chaussettes. Prenez des chaussettes dont vous avez confiance, dont vous êtes sûr que ça ne vous fera pas d'ampoule. Parce que faire une expérience avec des ampoules, c'est pas terrible. Donc, ayez confiance en votre combo chaussettes-chaussures et utilisez de la crème Noc pour à chaque fois que vous repartez. Hop, crème Noc au départ. Les paires de chaussettes, moi je vous recommande d'en prendre qu'une seule paire. Ça vous économisera de la place, du poids, et puis de toute façon vous allez avoir les pieds qui vont schlinguer, c'est évident, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Chaussures de trail, moi je vais partir avec les Salomon S-Lab Ultra 3, c'est une paire de chaussures en laquelle j'ai confiance, c'est un sentier qui est technique, et alors à la fin il restera sûrement pas grand chose des chaussures, mais voilà, c'est pas grave. Je préfère utiliser une paire de chaussures en laquelle j'ai confiance et de passer un bon moment que d'utiliser une paire de chaussures qui va rester, mais dans laquelle je suis pas forcément hyper à l'aise. Il y a des chaussures qui sont plus résistantes sur le dessous. Je pense aux chaussures par exemple la Sportiva qui vont être plus résistantes. À la fin du GR, elles seront encore en vie, mais malgré tout, c'est pas une chaussure que moi je trouve confortable. Et voilà. Bon, ça après, chacun jugera en fonction de ses habitudes. Une montre, si vous voulez avoir votre trace complète, je vous recommande d'avoir une montre avec une certaine autonomie, comme la Coros Vertix, ou voire la Coros Vertix 2 qui vient de sortir. Un sac à viande ou sac en drap de soie, c'est un petit sac, c'est un petit sac de couchage très fin qui vous permet de gagner 5 degrés et qui vous protégera aussi des matelas, comme il n'y a pas de couverture, de draps qui sont prêtés dans les refuges. Au moins vous n'êtes pas à même le drap et à même le matelas, et ça peut être intéressant.
Batterie externe pour recharger les équipements électroniques. Et puis après, tout ce qui est équipement aussi d'hygiène. Donc avoir une serviette, savon, brosse à dents, dentifrice, crème solaire aussi, très important. Pour vous protéger du soleil. Si jamais ça cogne, ça peut être pas mal. Et de l'argent liquide aussi. L'argent liquide parce que sur les refuges, il n'y a pas de moyen de paiement dématérialisé. Donc pas de carte, pas de sans contact, pas de chèque non plus. Et du coup, moi, je vous recommande de partir avec 300 € si vous le faites en 5 jours, en 2 jours. En 3 jours, forcément, vous allez en porter un peu moins. Mais comptez ouais, bien 75 € pour être bien, en fait, pour être large, histoire de manger correctement à chaque repas, de pouvoir se prendre peut-être une petite pietra, de pouvoir acheter de quoi repartir avec vos bars, vos pommes-potes, ce que vous voulez. Et voilà, ça vous permettra d'être à l'aise et de pas vous inquiéter, à se dire bah non, je peux pas me ravitailler parce que j'ai plus d'argent, quoi. Ça serait vraiment con. Au pire, cet argent, vous le remettrez sur votre compte si vous l'avez pas utilisé. Ensuite, une troisième couche chaude. Moi, j'ai une doudoune Decathlon là, qui est qui prend pas beaucoup de place et qui est plutôt chouette. Et ensuite aussi des boules caisses, si vous les supportez, ça peut être intéressant dans les refuges. Parce que si les gens ronflent, eh ben c'est pas terrible en fait de partir en n'étant pas reposé parce que des gens ont ronflé. Donc prenez des boules caisses, ça pèse pas grand chose, ça prend pas beaucoup de place et ça peut vous faire dormir beaucoup mieux. Papier toilette, vive la nature. Voilà, moi je vous recommande pas d'utiliser des mouchoirs en plastique parce que ça va polluer l'environnement. Et qui aime voir un mouchoir dégueulasse qui traîne sur le bas-côté. Alors au moment où vous allez le poser, bah, peut-être qu'il va être invisible, mais en fait il y a du vent, donc ça bouge. Et puis ça se désagrège pas vite, quoi. Donc ça pollue. Voilà, vive la nature. Voilà pour la question du matériel. Et s'il y a quelque chose que je peux vous recommander aussi pour vous alléger votre sac, c'est de ne rien prendre au cas où, sauf si c'est un équipement de sécurité indispensable. Par exemple, si vous vous dites, bah, si je me blesse, je vais prendre une compresse et de la bétadine, bah non en fait. Une compresse et de la bétadine, ça va pas vous sauver la vie. Quand vous allez arriver au prochain refuge, ça se trouve, ils en auront. Si jamais vous êtes vraiment en galère, il faudra faire le 18. C'est pas avec une compresse et de la bétadine et une bande élasto que vous allez pouvoir vous sauver la vie, quoi. Et pour les médicaments, c'est pareil, sauf si vous avez forcément un problème de santé, mais un Spaspo, un Doliprane, vous pouvez très bien vous en passer. Et c'est des équipements qui sont pas ultra nécessaires. Voilà. Si vous en arrivez en fait à devoir absolument prendre ce type de médicaments, c'est peut-être qu'il faut arrêter. Donc de regagner la ville la plus proche et d'arrêter. Voilà, moi c'est ce que je vous recommande. Ou si jamais vous devez avoir un équipement qui nécessite vraiment une intervention d'urgence, et bah faites le 18, faites le 112 et prévenez les secours de montagne pour qu'ils viennent vite vous chercher. Ensuite, j'aimerais qu'on parle du découpage. Le découpage, quand on le fait en 3 jours, alors moi je vais vous parler de ce découpage-là, eh bien il est extrêmement important parce que vous allez avoir forcément ça va être important de savoir jusqu'où vous allez aller, pourquoi est-ce que vous allez jusque-là, pas jusqu'à un autre endroit. Moi, ce que je vous recommande déjà, c'est de faire du nord au sud, en partant de Calenzana jusqu'à Manganou, la première étape, qui fait environ 58 km. C'est l'étape la plus dure, clairement, selon moi, de l'aventure, parce que c'est la plus technique, et c'est celle aussi où vous allez avoir la vigilance qui va être la plus accrue, la plus affûtée, et vous allez avoir vos moyens physiques qui vont être vraiment là. Et ça va être extrêmement important en fait pour passer les passages qui sont vraiment très techniques en sécurité.
Juste avant Manganou, vous avez le col de Vergio. C'est un endroit qui est accessible en voiture. Et si jamais vous avez des gens qui vous accompagnent dans cette aventure, eh bien, ils pourront regagner le col de Vergio. Et comme ça vous fera aussi de la présence connue, peut-être avec le moyen de changer d'équipement, juste de discuter un peu, de manger ensemble, et puis de repartir jusqu'au refuge de Manganou après. Ensuite, le jour 2, donc à chaque fois on part à 3h du matin. Jour 2, ça fait Manganou Prati. Et là, ça c'est une étape qui fait 61 km. Elle est moins technique que l'étape précédente. Ça reste avec des portions qui sont quand même compliquées, notamment la longue descente vers Vidavona. Vidavona, c'est la moitié du Gers. C'est la partie où vous pouvez regagner la côte via un train ou via la route, et où des gens pourront aussi venir vous rencontrer. Et cette descente-là, attention à ne pas y aller trop vite, parce que si vous allez trop vite dans les descentes dès le départ, vous allez y laisser des plumes, et c'est des plumes que vous ne récupérerez jamais. Donc moi je vous recommande d'aller jusque là, et ensuite d'aller jusqu'au col de Verdé. Le col de Verdé, c'est aussi un endroit qui est accessible en voiture, et de terminer la route jusqu'à Prati. Alors c'est avec une belle patate pour terminer la journée. Et une fois en haut, vous pourrez vous reposer et repartir pour le dernier jour, direction Konka. Konka, c'est l'arrivée du Gers, côté sud. Alors, on dit que le sud est plus facile que le nord. C'est moyennement vrai, parce qu'à force de dire ça, on a l'impression d'être sur un chemin qui va être roulant. C'est pas vrai. On a des portions qui sont très techniques sur le sud aussi. Et certes, c'est moins technique, mais c'est pas facile. Faut pas penser ça. Les aiguilles de Bavela en sont la preuve. Il y a une variante alpine qui passe par là. Alors, j'ai pas précisé, mais nous, on va prendre la trace que Lambert Santelli, que François Daen a pris, ou la trace sur laquelle les records sont établis. C'est la trace qui est la plus rapide pour faire le GR20. Le GR20 évolue au fil des années. Il y a des variantes qui font partie du GR maintenant, qui ne l'étaient pas avant. On rajoute des étapes, on en enlève. Voilà, ça varie un petit peu le GR20 au fil des années. Et si vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai fait le GR20, il va vous dire, ah ouais, moi aussi je l'ai fait il y a 10 ans. Il va vous dire qu'il est passé par le cirque de la solitude, et vous n'allez pas le faire parce que c'est un endroit qui est maintenant fermé au grand public, on va dire. C'est plus le GR classique et tout le monde ne passe pas par là. Voilà, le découpage. Alors, quelques infos utiles à savoir sur le GR20. Moi, j'aime bien aussi laisser un peu de place à l'inconnu, et puis ne pas tout savoir. C'est quand même intéressant aussi de se dire qu'on est un petit peu... On laisse la place à la surprise, parce que si on sait exactement où on met les pieds, on n'a pas de surprise, on n'est pas surpris, on n'est pas émerveillé, parce qu'on sait exactement ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va voir, ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais vous balancer quelques infos sans trop rentrer dans les détails, parce que pour moi c'est quand même important de vous laisser aussi la place à la découverte. Alors les douches, vous allez avoir des douches sur les refuges. Certaines sont chaudes, certaines sont froides, certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Mais vous allez toujours avoir de quoi faire votre petite toilette de chat. Toujours est-il que comme vous remettez vos équipements de la veille qui sont puants, et ben à la fin du GR, vous allez puer. Évidemment, faut pas être très sensible à l'hygiène parfaite et absolue, parce que voilà, à la fin du GR, vous allez avoir qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche efficace, et de vous changer et de ne plus jamais remettre les vêtements que vous avez utilisés avant qu'ils passent à la machine à laver, évidemment. L'électricité sur le GR. Alors surtout, ne pensez pas que sur chaque refuge vous allez pouvoir recharger votre téléphone. C'est pas vrai, c'est pas possible. La couverture réseau déjà est minable sur le GR, et votre téléphone vous servira plus à faire des photos qu'à téléphoner. Maintenant, vous allez avoir quand même la possibilité de recharger vos équipements dans certains refuges, et souvent ils sont pris d'assaut, les prix sont pris d'assaut, et puis
et il n'y en a pas beaucoup. Donc prévoyez plutôt une batterie externe avec vous plutôt que de compter sur des prises électriques dans les refuges. La météo, c'est un truc qui est important à connaître, c'est que en fonction de la période à laquelle vous allez faire le GR, alors déjà moi je vous recommande de faire de juin à septembre, c'est la période où les refuges sont ouverts et gardés, parce qu'ils sont gardés sur une fenêtre qui est un petit peu plus large, ils sont ouverts sur une fenêtre qui est un peu plus large que celle-ci, mais ils ne sont pas gardés, donc il n'y a personne, il y a possibilité d'y aller, mais il n'y a personne dedans. Donc vous n'allez pas avoir de ravitaillement, pas de nourriture, enfin voilà. Donc de juin à septembre, c'est souvent la période classique pour faire le GR20 en aisance. Donc juin, attention, vous allez pouvoir avoir certaines fois de la neige qui va rester sur les passages les plus hauts du GR. Donc là, il va falloir prendre des pointes. Et ça, nous, on n'en veut absolument pas quand on fait ça en mode rapide. Parce que les pointes, c'est de l'encombrement, c'est du poids, c'est du temps aussi, il faut les mettre, il faut les enlever. On n'a pas envie de ça. Voilà. Donc juin, attention, s'il y a de la neige, reportez votre voyage. Voilà, clairement. Ensuite, juillet, août, vous allez avoir plus de monde. C'est une période où il y a l'affluence est la plus grande sur le GR. Et c'est aussi la période où il va faire le plus chaud. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir quand même beaucoup de portions qui sont en altitude et où il ne fera pas si chaud que ça en réalité. Donc si vous voulez y aller avec le moins de monde possible, prévoyez les semaines qui sont à cheval entre 2 mois. Par exemple, si le 28 juillet est un lundi et que le dimanche est début août, eh bien, ça va être la semaine où il va y avoir le moins de monde. Pareil entre juin et juillet et entre août et septembre. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les gens n'aiment pas prendre leurs vacances entre 2 mois. Il y a les juilletistes et les haussiens et on ne mélange pas les deux. On n'est pas les deux en fait. Donc voilà, juillet-août, c'est comme ça que ça se passe. Septembre, les jours deviennent plus courts. Certains cours d'eau sont à sec, donc vous allez avoir aussi moins d'eau à disposition. Et c'est aussi la saison des orages. Donc c'est un risque de partir en septembre parce que vous allez potentiellement avoir un orage. Et qui dit orage dit fin de l'histoire. Un orage sur le GR, ça va rendre les pierres glissantes. Un orage de montagne, c'est pas une pluie bretonne. Ça tabasse. C'est violent et on reste à la maison ou on reste au refuge. On s'engage pas sur un sentier. Alors si vous y êtes, désolé pour vous. Va bien falloir avancer quand même. Mais si vous avez la possibilité de rester au refuge, restez-y. N'allez pas vous mettre en danger et au moindre doute, ne partez pas ou regagnez très rapidement le prochain refuge. Donc en conclusion, il n'y a pas de période idéale, c'est à vous de voir en fonction de vos disponibilités, et ce que vous êtes aussi prêt à accepter comme contrainte. Donc consultez bien la météo, et puis si vous êtes corse, c'est encore mieux parce que vous allez avoir plus de flexibilité plutôt que nous en métropole où on va devoir avoir toutes ces logistiques de poser des jours, de prendre un billet de bateau, un billet d'avion, etc. Voilà pour le côté météo et la période à laquelle il vaut mieux le faire. Ensuite, le balisage. Souvent, c'est une des inquiétudes. On a peur de se perdre, forcément. On s'engage sur un sentier sur 170 bornes. On ne connaît pas, on ne sait pas où on va. Il y a parfois plusieurs intersections. Comment on fait ? Alors là, pas d'inquiétude. Le GR est très, très, très bien balisé. C'est impossible de se perdre en restant sur le GR20. Clairement, il y a une trace de peinture rouge et blanche. Rouge et blanche. Je ne vais pas dire tous les 10 mètres, mais pas loin. Donc impossible de se perdre. Là où il va falloir être plus vigilant, c'est si vous prenez des variantes. Donc les variantes sont balisées en jaune. Et là, ça peut être moins bien entretenu, moins bien mis à jour, moins bien renouvelé les traces de peinture. Et du coup, vous pouvez être plus hésitant. Donc attention à ça. Ensuite, moi je vous recommande quand même de prendre
une application sur votre téléphone avec une carte. Alors, vous pouvez mettre la trace via un suivi GPS aussi, via OpenRunner, ce sera l'idéal, comme ça les gens pourront suivre votre avancée en live, ça peut être chouette. Mais au moins d'avoir une carte IGN sur votre téléphone, voilà, via OpenRunner, ça peut être une belle solution qui ne coûte pas très cher. Ou alors d'avoir la trace sur votre montre, donc la Coros Vertix permet d'avoir un fond de carte et la trace sur votre montre, et ça peut être vraiment intéressant pour suivre un tracé. Voilà pour le balisage, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Si vous voulez faire votre GR20 avec votre chien, c'est possible. Vous êtes dans un parc qui est régional où les chiens sont admis. Attention, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans les refuges. Là, par contre, c'est interdit. Il n'y a pas beaucoup d'animaux sur le GR, donc pas de méfiance à croiser des animaux qui pourraient mettre en danger votre propre chien ou que votre chien puisse aller voir des animaux. Enfin voilà, il n'y a pas non plus énormément d'animaux. C'est des fois parfois un peu dommage d'ailleurs parce qu'on aimerait bien voir un peu plus de vie. Mais préparez-le, renforcez-lui ses coussinets et puis appliquez du Solipad dessus par exemple. Mais alors après, si vous hésitez à partir avec votre chien, c'est que vous connaissez votre animal et c'est que c'est pas la première fois qu'il fait des balades avec vous sur des distances comme ça, j'imagine. Donc il n'y a que vous finalement qui connaissez votre chien et qui allez savoir s'il est capable de le faire ou pas. Toujours est-il qu'il y a déjà des chiens qui l'ont fait plusieurs fois et ça passe. Donc voilà, si votre chien y est affûté, pourquoi pas. Pourquoi pas aller avec votre animal, ça peut être un bon truc à partager, mais du coup il faudra dormir en tente. En conclusion, eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de vous amuser, de profiter à 2000% de cette expérience, qui est parfois une expérience qui va être unique, qui va être gardée à vie dans votre tête. Allez-y préparer pour profiter. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur les groupes Facebook. Ils sont assez nombreux. Il y a plusieurs groupes qui sont vraiment très suivis. Et n'écoutez pas, encore une fois, les gens qui sont pas très bienveillants, qui disent « Ah, ta question, elle a été posée 1000 fois. On s'en fiche. Voilà, reposez-la, il y aura toujours des gens pour vous répondre. Préparez-vous. Sachez faire demi-tour. Ne pas s'engager, des fois, c'est faire preuve de sagesse. Et tous les plus grands aventuriers ont dû faire demi-tour au moins une fois dans leur vie, quand les conditions ne sont pas réunies pour aller au bout de l'aventure. Donc c'est pas grave, la vie continue. Vaut mieux abandonner, reporter, plutôt que de se mettre en danger et de ne jamais pouvoir retourner, rendre votre famille malheureuse et pire, décéder. Donc c'est vraiment pas ce qu'on va chercher. Donc préparez-vous, soyez prudents, soyez vigilants. La priorité, c'est de rentrer à la maison en un seul morceau, en ayant pris plein d'ondes positives dans la tronche. Voilà, c'était mes conseils concernant le GR20. Je vous partage un petit peu aussi mon aventure, comment est-ce que je l'ai préparé. Avant de l'avoir vécu, il y aura peut-être un épisode sur l'après, comment ça s'est passé. Et moi, je vous invite à l'écouter aussi, parce que là, c'est l'avant, mais il y aura l'après. Voilà. L'expérience avec tout ce que j'ai dit là. Peut-être qu'il y a des choses que je modifierais, que j'améliorerais. Et c'est la vie, on évolue. On pense des choses à un certain moment, on en pense d'autres à un instant T plus 1. En attendant, moi je vous souhaite de parcourir ce GR qui est vraiment merveilleux, qui est magnifique, qui est mythique. Et surtout de prendre soin de vous et d'aller à l'aventure et pas uniquement de se cantonner au trail balisé, organisé, structuré, connu et de juste des fois prendre son sac et aller dehors et partir à l'autre bout de son département, et ça peut être une très belle aventure. Voilà. Je vous souhaite une très bonne continuation de journée, soirée, nuit. Le podcast peut s'écouter n'importe quand. Et sur Internet, le temps n'existe pas. Il est peut-être le soir, il est peut-être le matin, il est peut-être la nuit.
et je vous souhaite un très bon moment. Voilà. À très très bientôt dans un prochain épisode de l'Instinct Outdoor. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.